Allez, comme tous les lundis à la même heure, c'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Nous allons parler tout au long de cette première partie de football et encore de football, notamment du football national. Et qui de mieux pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Rodrigue Abekale, qui est le directeur de publication du Sportif, et à vos côtés, Gaëtan Okouka, qui est lui consultant. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Merci de nous faire l'honneur de nous inviter pour traiter avec vous la question du football. C'est toujours important, surtout quand on parle du sport national. Il y a des personnes qu'on ne peut pas mettre à l'écart. Rodrigue Abekale, ça fait bien longtemps que vous n'étiez plus sur notre plateau. C'est un plaisir de vous revoir. Ouais, c'est une joie. C'est toujours heureux de savoir qu'on est toujours autour des confrères pour essayer d'analyser l'actualité sportive nationale et internationale et dans les très bonnes conditions surtout. Messieurs, ce qui nous réunit ce soir, c'est le football, notamment le démarrage. C'est dans le faux démarrage du championnat national. Je voudrais que l'on regarde d'abord ensemble ce reportage signé de la rédaction de Gabon 24, puis après on se retrouve derrière pour en discuter. Fini la Coupe du Monde 2022, son ambiance, son organisation et surtout le sacre de Lionel Messi et l'Argentine. Après 2 mois de repos forcé dû à la grande compétition de football, le National Foot 1 pouvait reprendre ses droits au Gabon. Selon le calendrier établi par les autorités du football gabonais, les footballeurs locaux devaient rechausser leurs crampons le mardi 27 décembre 2022. Mais dans un courrier, l'association des clubs professionnels de football du Gabon, datant du 23 décembre 2022, par ailleurs adressé à la Ligue nationale de football professionnel, le président du groupe composé des clubs de première et deuxième division a indiqué à l'organisateur du championnat national que les conditions d'une reprise effective n'étaient pas réunies. Pour Landry Keï, son président, si le championnat a repris en octobre dernier, ce n'est que grâce à l'assainissement des relations entre les différents acteurs du secteur et le climat de confiance rétabli par le ministre gabonais des Sports, Franck Guéma. Parmi les causes du blocage du championnat national, le président de l'association des clubs professionnels de football du Gabon évoque notamment le retard de perception de la subvention de l'État par les clubs ou encore le non-paiement des salaires des joueurs pour la saison écoulée. Toutes choses qui obligent les clubs à ne pas prendre part à la 5e journée du championnat. Les clubs restent disposés à reprendre la compétition à partir du 7 janvier, à condition que les préoccupations trouvent leur satisfaction. La Ligue nationale de football professionnel, tout en référant à l'organe fêtier du football gabonais, la Fédération gabonaise de football, a pris acte de la dite décision. S'il n'y a pas de péril dans la demeure, il urge toutefois d'agir au moment où la question des arriérés de salaire des joueurs et de la subvention de l'État destinée aux clubs refont surface. Car l'objectif doit être de faire en sorte que la saison 2022-2023 soit une réussite. Il n'est d'ailleurs plus question de revivre les nombreux dysfonctionnements qui ont perturbé le championnat national. C'est d'ailleurs le seul gage pour que le football gabonais retrouve ses lettres de noblesse. La mission, nous venons de suivre ensemble, de regarder ce reportage qui retrace clairement les difficultés de notre football. Rodrigue Abekale, j'ai envie de me tourner directement vers vous et vous dire, est-ce que vous comprenez le courrier du président de l'association des clubs de première et deuxième division? Oui, dans un premier temps, on le comprend, parce que pour ceux qui sont autour un peu de la sphère du football local, ce n'est pas une surprise ce report. Avant le lancement de la Coupe du Monde, ça planait déjà sur la tête du football que le championnat devrait démarrer à une seule condition, que tout soit réuni pour la reprise de cette compétition. Je comprends les présidents des clubs d'un côté, parce qu'ils attendent la manne financière de l'État, et puis les joueurs et le fonctionnement va avec l'ensemble des moyens mis à leur disposition. De l'autre côté également, je ne peux pas comprendre parce que tout simplement, lorsqu'on met un club en première division, on se doit de mettre les moyens qu'il faut. Quand je parle des moyens qu'il faut, c'est avoir des partenaires qui peuvent permettre à ce qu'un club puisse survivre et faire fonctionner le club. Ce qui cause problème aujourd'hui, c'est un peu la mutualisation. La mutualisation, ce qui a été considéré comme étant un effort d'abord de l'État, il faut le reconnaître, l'État a mis les moyens pour que le championnat se déroule dans les très bonnes conditions. Et le décaissement également, qui est dans une difficulté que personne ne peut expliquer aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler simplement que lorsqu'on sortait les moyens
lorsqu'on sortait les moyens pour les 2 matchs amicaux des Panthères du Gabon, le budget qui accompagnait pour la reprise du championnat national de football de première division avait été sorti également. Le ministre, depuis qu'il est là, il fait les efforts à chaque instant pour sortir de l'argent. La LINAF qui joue le relais entre ministère de la Jeunesse et Sport, Fédération de football, qui est organisateur de cette compétition, met tout en œuvre pour que cette compétition puisse se dérouler. Mais là où le bas blesse, c'est la sortie financière de l'argent au Trésor. Je pense que jusqu'à ce jour, aux dernières nouvelles, les informations que nous avons, c'est le Trésor qui bloque pour le décaissement de l'argent. Et entre le décaissement de l'argent d'une compétition, entre guillemets, qui n'apporte pas, et qui n'amène nulle part, et l'argent que nous avons, qui peut bien permettre à ce qu'on puisse faire autre chose, plus important que le championnat, on a choisi peut-être de toucher cet argent pour faire autre chose avec et laisser le championnat national de football de première division. Parce que sinon, l'argent avait été décaissé. Quand vous dites pour une compétition qui n'apporte pas, c'est de manière ironique ou bien non, vous pensez vraiment que ce championnat... Un championnat apporte lorsque les représentants de ce championnat font bonne figure à l'extérieur. D'accord. Manga Sport s'est désengagé, n'est pas allé en coupe de la CAF. Et je ne sais pas, à Bouenguidi, il n'y avait pas de résultats. Et bien d'autres clubs également. Il n'y a pas de résultats. Lorsque les 2 représentants n'amènent pas les résultats escomptés, on voit par là. Parce que l'indice CAF ou bien l'indice FIFA, c'est en fonction des différents résultats engrangés par les clubs. Si nos clubs n'apportent rien, ça veut dire que notre championnat n'a pas assez de valeur en tant que tel. D'accord, je vais me retourner vers vous, Gaëtan Kouka. Vous avez écouté religieusement ce que Rodrigue Bekali... Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Pas totalement d'accord, simplement parce que lorsque M. Bekale dit que c'est un championnat qui n'apporte rien, je ne suis pas d'accord avec lui. Simplement parce que c'est dans le cadre des prérogatives, donc des missions régaliennes du ministère des Sports que d'organiser un championnat via ces organes techniques qui sont la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de football. Donc à partir de ce moment, je crois qu'il y a une budgétisation qui a été faite et donc cette planification permettait justement à l'État via les organes ou les organismes indiqués, donc notamment la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale, de pouvoir justement se rapprocher des clubs et de mettre à leur disposition des moyens financiers. Et donc ces moyens financiers sont en fonction justement de la qualité du championnat. Donc vous comprenez que lorsqu'il fait état de la qualité du championnat, oui, en partie parce que d'abord il n'y a pas de moyens, donc il faut l'analyser sur beaucoup de pans. Il y a d'abord les moyens financiers, il y a les moyens techniques. Ici nous sommes dans les moyens financiers justement qui empêchent les moyens techniques de pouvoir avancer. Tout est d'abord du domaine de l'administration, c'est l'administration qui prépare le technique. Donc ici, nous sommes rentrés, le championnat a repris, fort malheureusement, les gens n'étaient pas prêts parce qu'on a voulu faire les choses à la va-vite. On a dit, via le ministre des Sports, qu'il y a des budgets... On a voulu faire les choses à la va-vite. Vous faites allusion... Je fais allusion aux communications qui ont été faites ici par le ministre des Sports, d'une part, et par le président de la Ligue nationale de football, qui ont assuré que les moyens avaient été déjà programmés, donc décaissés, et que le championnat pourrait reprendre. Donc les présidents du club n'avaient plus d'inquiétude à se faire de ce niveau. Bon, les présidents du club ont fait preuve de bonne foi. Je veux pour cette fois être le procureur. Ont fait preuve de bonne foi, ils ont démarré le championnat, mais à ce jour, ayant des charges en termes de salaire, en termes de ceci, bien que l'État prenne en charge, mais les moyens ne suivant pas, ils sont bien obligés de tirer le franc, mais parce que ça commence à peser. Ajoutez à ça, vous avez des aérés qui datent des championnats de 2018, donc la facture, donc la dette ne fait que gonfler. À un moment donné, il faut qu'on arrête pour remettre les choses à plat, justement pour pouvoir voir clair. Pourquoi faire Il faut qu'on arrête quoi? Il faut qu'on se dise que le championnat... Oui, on doit mettre une table rase. Oui, il faut vraiment faire une table rase pour revoir le modèle économique des clubs et donc la manière dont de subventionner les clubs. Vous vous souvenez que nous sommes allés aux assises et moi je l'ai dénoncé sur certains plateaux. Les assises n'ont absolument rien apporté. La preuve, nous sommes quasiment 1 an au sortir des assises. Nous ne sentons aucune amélioration. On a la création de la Ligue nationale de football féminin. Moi, je ne voudrais pas contredire ce qu'il a dit, mais apporter un élément et revenir sur ce que je disais par rapport à l'importance du championnat national de football. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une question de choix quand vous essayez de constater le fait que l'argent est sorti. On préfère prendre de l'argent et en faire usage pour autre chose que lancer le retour du championnat. C'est là ma principale préoccupation. Je sais que l'argent est sorti. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a sorti de l'argent
lors des matchs amicaux des Panthères du Gabon. L'argent du championnat national pour la reprise était sorti. Ça se trouvait au Trésor. Ça c'est vous qui me donnez cette information. Si à chaque fois il faut revenir, le fait que les clubs de première division ou encore du moins ce que Gaëtan disait par rapport un peu à la situation, revenir vers le passé, non, on n'a plus besoin de revenir vers le passé. Avançons. Pour avancer, il faut regarder quels sont les mécanismes. Mais Rodrigue Bécalé, on peut difficilement avancer si on a toujours une corde sur le pied. Voilà pourquoi Gaëtan faisait allusion à ce qui se passe. Si on décide de revenir, on va plutôt dire que l'État a beaucoup mis les moyens dans le football gabonais. D'accord. Le championnat professionnel, je vous le dis, ces clubs aujourd'hui ne doivent pas s'en prendre à l'État, par exemple. D'accord. Si tu gagnes en 2012, dès le lancement du championnat professionnel, si vous gagnez un match de football, vous avez 5 millions de francs CFA. Je vous prends un cas d'un club, l'Union sportive de Bitam. En 12 journées ou bien en 14 journées du championnat de la phase aller, USB avait gagné plus de 6 matchs du championnat d'or. 6 matchs multipliés par 5 millions de francs CFA par match. Ça fait une bagatelle somme d'argent qui peut ça fait une bagatelle somme d'argent qui peut permettre à ce qu'un club puisse se structurer. Derrière, vous pensez qu'après, derrière ces clubs, après avoir amassé pour certains, naturellement, beaucoup d'argent, derrière, il n'y a pas eu une organisation pour pouvoir essayer de vivre et de survivre sans l'aide de l'État. Toute chose, Gaëtan Kouka n'est pas... Il va falloir s'y concilier le débat. Nous sommes au niveau où, malheureusement, en amont, l'État a déjà eu tort en permettant à certains clubs de prendre part au championnat national parce qu'on n'étant pas structuré, donc n'ayant pas une substance financière importante. À partir de ce moment, l'État s'est engagé de par devers de prendre en charge un certain nombre de pans. À partir de ce moment, c'est un contrat-programme qui est signé entre l'État et la Ligue nationale de football et une répercussion justement au niveau des clubs. Ici, lorsque M. Bécalé nous laisse entendre que les clubs ont reçu de l'argent, j'aimerais savoir de quel argent s'agit-il et pourquoi les clubs contestent-ils aujourd'hui pour l'argent qu'ils disent ne pas avoir reçu. Il y a quand même une contradiction quelque part. Non. Attendez, M. Bécalé, essayez. Non, je rectifie rapidement. Je n'ai pas dit que les clubs avaient reçu de l'argent. J'ai dit l'argent était sorti des caisses. L'argent était sorti. L'argent n'est pas de destination. L'argent se trouve au Trésor. D'accord. C'est l'argent qui est au Trésor. M. Bécalé, ici, partout, nous laisse entendre que l'argent est sorti. Si l'argent est sorti pour autre chose, qui n'est pas son destination initiale, ça veut dire que les présidents du club sont justement en droit de contester la reprise du championnat. C'est de ça dont il est question. Donc à partir de ce moment, je dis, de ce point de vue, les présidents du club ont totalement tort. Ont totalement raison. Vous demandez à quelqu'un de prendre part à une activité, vous lui dites voilà les conditionnalités, d'accord, vous démarrez, maintenant à charge pour vous de jouer votre part du contrat. Or, ici, nous rendons compte que l'État, via la Ligue nationale de football, ne joue pas sa partition. Donc, les présidents du club disent, on en a, on va dire, pour l'instant, on stoppe, parce qu'il faut voir clair sur l'avenir. Et là, vous voyez, ça participe justement de la mise en marche de la pratique du sport au Gabon, notamment le football. Nous avons déjà la question de la performance. La question de la performance est liée justement à la question de la qualité de la compétition, de la régularité de la compétition. Donc, tous ces facteurs que les politiques et donc les administratifs ne tiennent pas compte, justement, sont un facteur néfaste pour l'évolution du football gabonais. L'évolution, mais également le niveau du championnat, parce que Rodrigue Bécalé faisait attention. Rodrigue Bécalé, quand vous parliez, je pense que Gaëtan vous a répondu, quand vous parliez, vous avez mis en évidence le fait que les clubs n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins sans l'apport de l'État. Mais je pense que dans son intervention, Gaëtan Kouka a dit quelque chose d'important, en mon sens, où il dit que c'est aussi de la faute de l'État, parce que accepter qu'un club, parce que je pense que pour prendre part au championnat national, il y a un cahier de charges à remplir, il y a des conditions à remplir pour chaque club, mais si l'État décide et accepte que, je dis n'importe quoi, Boinguedi FC, qui n'a pas de moyens, assez de moyens, c'est un exemple, qui n'a pas assez de moyens pour se prendre en charge au-delà de la manne financière de l'État, mais si l'État décide et accepte que Boinguedi FC prenne part au championnat national, ça veut dire que derrière, l'État s'engage à couvrir, j'ai envie de dire, les défaillances de Boinguedi. D'une part, je vais revenir. Pour rebondir sur ce que M. Gaëtan disait, la part des responsabilités de l'État, c'est peut-être ne pas faire le suivi des moyens dégagés vis-à-vis des clubs. Aujourd'hui, l'État prend le logement des joueurs. L'État prend les primes des joueurs. L'État prend le transport. Rodrigue Bécalé, l'État prend... Le transport des joueurs, permettez-moi, le transport des joueurs. Oui. L'État également prend quoi? Prend, comment on appelle ça?
l'organisation en interne du club. Ça veut dire l'État prend 20 millions, remet au club. C'est vrai que c'est suffisant, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même. Si l'État vous remet déjà 20 millions, il y a vous, en amont, de chercher des voies et moyens qui peuvent compléter ces millions. Il faut reconnaître ça à l'État. Je vous dis, en 2012, lorsqu'on décrétait le professionnalisme au Gabon, on a mis les moyens, c'était pour désengager un peu le chômage. Moi, j'en fais partie des personnes qui ont bénéficié de ça. De cette manne, qui ont bénéficié 12 milliards. Non, je fais partie des personnes qui ont bénéficié parce que j'ai été présentateur de cette émission où j'avais comment on appelle ça, mes perdièmes. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez profité de cet argent pour essayer de vous organiser pour que... Non. Vous êtes organisé. Vous avez utilisé cet argent, vous êtes organisé de manière à ce que aujourd'hui l'État ne met plus assez de moyens. Il faut être reconnaissant à ça. L'État a mis extrêmement les moyens. Maintenant, qu'est-ce que les clubs font? Même là, dans la revendication, les clubs ont parfaitement raison. Parce qu'ils ont démarré 4 journées de championnat sans un copec. Oui. Il va falloir demander de l'argent. Oui. Et dans la mutualisation, il y a les difficultés dans la réalisation même de ce projet qui a été mis en place, la mutualisation. Vous avez aujourd'hui les clubs qui ont reçu 6 mois de salaire, certains clubs qui ont reçu 2 mois de salaire, d'autres ont reçu 1 mois de salaire, d'autres ont reçu 2 mois de salaire. C'est tout ce qu'il faut revoir en termes de mutualisation. Est-ce qu'il faut revenir dans l'ancien temps où les clubs étaient les payeurs des joueurs? Là aussi, c'est une question parce qu'il y avait toujours des dettes, il y avait toujours des revendications des joueurs. Mais le mal dans tout ceci, c'est les joueurs. 30 secondes. Les joueurs aujourd'hui ont envie de vivre de leur métier. Leur métier, c'est le football. Et lorsqu'on n'arrive pas à mettre les mécanismes nécessaires pour permettre... Justement, c'est l'ensemble d'entités. C'est les entités. C'est la LINAF, c'est le ministère de Sport. C'est peut-être, la FEGAFOOT, c'est entre guillemets... C'est d'abord le ministère des Sports. C'est le président, c'est les associations. Ce sont eux qui doivent mettre tout en place pour que les clubs ou bien les joueurs vivent de leur métier. C'est difficile. Les joueurs sont dans une difficulté. Pas possible. Je pense qu'à l'échelle des responsabilités, il faut quand même restituer les faits. Vous voyez, lorsque vous analysez la cartographie du football, donc du championnat national actuel, des 14 équipes, vous avez à peine 4 équipes qui peuvent poursuivre raisonnablement un championnat. Donc, pour ne pas faire la publicité, donc, vous avez le stade Mandji qui est financé par la mairie, vous avez Manga Sport qui est financé par la Commulo, vous avez Voto Club Mangongo qui est financé par la police, et vous avez Missile qui est financé par l'armée. Donc, sur 14 équipes, vous avez 4 seulement clubs aujourd'hui en l'état qui peuvent reprendre. Mais les autres, ce sont des clubs qui appartiennent aux particuliers. Aujourd'hui, quelle est la santé financière de ces particuliers? Ces particuliers n'ont pas la santé financière pour pouvoir prendre en charge justement une équipe de football. Et c'est là où incombe justement la responsabilité de l'État, d'avoir permis à ces individus qui n'ont pas de moyens de créer une équipe de football pour pouvoir prendre part à l'élite. Et ça, c'est toute la problématique, donc toute la responsabilité qui incombe à l'État. C'est pourquoi nous disons le modèle économique tel que nous le vivons ne peut prospérer par rapport aux équipes. Donc il va falloir, nous sommes allés aux assises, dit-on, il y a eu des résolutions, nous sommes quasiment à plus de 12 mois au sortir des assises, nous ne voyons absolument rien. Donc nous posons la question de savoir à quoi réellement servir les assises, pour quel intérêt. Ouais. Donc je dis, moi je le dis et je le dénonce avec fermeté. Le modèle économique tel que nous le choisissons au Gabon ne peut prospérer et du coup, nous aurons toujours des problèmes dans l'organisation du championnat. Celui qui vous parle, dans les années 80 à 90, s'appuie par un championnat qui était régulièrement organisé. Sur 10 années, il n'y avait pas d'interruption. Nous sommes partis de 80 en 90, de 90 en 2000. C'est à partir de 2000 en montant, lorsque les subventions, les clubs ont fini par, donc les opérateurs économiques ont fini par prendre du retrait, que les individus se sont mis sur la scène et le football gabonais a connu des problèmes. Donc le problème, c'est de repartir justement à ce modèle qui a marché. Les présidents du club, oui, aujourd'hui on peut tout dire, mais ils disent qu'on a un contrat avec l'État qui a promis de prendre en charge. L'État ne remplit pas sa part de contrat. À partir de ce moment, c'est un droit légitime pour les présidents du club que de revendiquer ce qui leur a été promis. D'accord, monsieur. De toute façon, on va discuter tout au long de cette émission de la question du championnat, de la reprise, l'écosystème. Ça va être difficile qu'on tombe d'accord. Rodrigue Bekale, qui n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec monsieur Gaëtan Kouka, mais nous allons évoluer, puisque malheureusement, c'est peut-être à vous de m'expliquer comment ça se fait, puisqu'on parle d'un championnat, on dénonce un championnat qui n'est pas régulier, on dénonce un championnat qui n'est pas de qualité. Rodrigue Bekale disait que ça ne servait à rien, mais il y a que on a pêché, certainement, je ne sais pas si c'est via ce championnat, 13 arbitres qui ont été retenus par la FIFA. On regarde cet élément et puis on se retrouve derrière. Si sur le terrain, le football gabonais a du mal à s'affirmer dans la lignée des leaders sur le continent, le pays peut néanmoins se réjouir de la prestation de ses arbitres qui attirent de plus en plus les regards à l'international. C'est à juste titre que la Fédération internationale de football association a porté un regard particulier sur les hommes des sifflets gabonais pour l'année 2023.
L'instance mère du football mondial a donc dévoilé le 22 décembre dernier la liste des différents arbitres retenus pour l'année 2023 qui a validé les dossiers des 13 arbitres gabonais, dont 6 arbitres centraux et 7 assistants. Il s'agit donc pour les arbitres centraux de Pierre-Ghislain Atio, Gauthier Marc Mindumbina, Craig Fleury Moukani, Tanguy Patrice Mebiam, Anaël Valérie Omanda et Rishi Carmen Nganda Madiamba. Et pour les assistants, il s'agit de Boris Marles Dituga, Félix Abba Eyaga, Urbain Ondondong, Priscilla Praxed Ntondong, Floria Chilina Marundu Moukani, Amos Ebengdong et Hortel Intondor. C'est là une branche du football gabonais qui est honorée par ces 13 choix qui symbolisent le savoir-faire des Gabonais en la matière et la confiance de l'instance mère du football international en ce qui concerne ce secteur d'activité du football. C'est donc des hommes et des femmes issus du Gabon qui pourront officier des rencontres de football sur le plan international tout en hissant le drapeau gabonais à travers leurs prestations qui, on l'espère, sera à la hauteur. On peut déjà souhaiter une bonne chance à nos 13 guerriers cooptés par la Fédération internationale de football association pour l'année 2023. Voilà, monsieur, tout à l'heure, on parlait de la qualité du championnat national, l'écosystème qui n'était peut-être pas bien, mais aujourd'hui, on a 13 arbitres qui ont été retenus par la FIFA. Je veux me tourner vers Gaëtan Kouka. Déjà, vous posez la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du niveau de l'arbitrage au niveau national. Bien, n'étant pas un technicien de l'arbitrage, on va quand même dire que c'est le parent pauvre du football gabonais. C'est vrai que les formations sont régulières et que lorsque la FIFA s'intéresse à nos arbitres, c'est toujours un bonheur que de voir des compatriotes représenter le vert, jaune, bleu. Maintenant, après, va se poser la question justement de la compétition. Parce qu'un arbitre, lorsqu'il officie ses matchs, il est en compétition un peu comme un footballeur. Or, ici, nous nous rendons compte que les arbitres sont également victimes de la non-qualité, donc la non-régularité du championnat. Et qu'il peut y avoir des incidents sur le plan athlétique, justement, lors de leur prestation. À partir de ce moment, oui, c'est tout bénéfique de voir nos représentants aller pour des joutes sur le plan international. Maintenant, après, derrière, il faut qu'en amont, le championnat qui est d'abord l'élément premier qui permet justement aux autres, donc aux indicateurs CAF et compagnie, de pouvoir voir la qualité des athlètes, donc de pouvoir mieux se structurer pour donner plus de possibilités, plus d'allant à nos compétiteurs qui sont les arbitres et les footballeurs. Ce n'est pas une surprise ici, quand vous essayez de voir Pierre Atio, Urbain Ondo et bien d'autres, ce n'est pas une surprise. Nous qui sommes au quotidien un peu dans le fait de l'action de l'organisation du championnat, le véritable mal, c'est ce qu'évoquait M. Gaëtan Kouka sur le manque de compétition. Lorsqu'on choisit pour réussir un concours, il faut avoir des exercices. C'est le cas aujourd'hui, on se pose véritablement la question, mais ce n'est pas une surprise parce que ce sont des jeunes talentueux, les jeunes déterminés, les jeunes qui ont fait de l'arbitrage un deuxième métier, sinon un métier très professionnel. C'est les meilleurs. La preuve, c'est qu'à chaque match, à chaque journée FIFA, Pierre Atio est là, Urbain Ondo est là, ils sont tous là. Ça prouve combien de fois la fédération aujourd'hui, depuis bien sûr 8 ans déjà, la fédération essaie de mettre tout en œuvre pour que l'arbitrage, et vous le savez, qu'à la tête de la fédération gabonaise de football, c'est un ancien arbitre, dont on ne peut bien servir les arbitres que lui. Donc c'est une satisfaction aujourd'hui de savoir que nos arbitres vont nous représenter sur le plan international et surtout il faut avoir de la performance. Pour avoir de la performance, il faut organiser les compétitions. Et puis, oui, allez-y. Il y a quand même quelques bémols. Vous savez, il y a des référentiels dans toute corporation. Ici, vous avez, permettez-moi de le citer, le défunt Jean-Fidèle Diramba, justement, qui a été le premier arbitre gabonais à avoir fait une finale de Coupe d'Afrique. Nous sommes en 1990. En 1990, on a retrouvé l'élite à travers justement un arbitre gabonais lors d'une phase finale, donc la finale en elle-même. C'est M. Eric Ontogo, je crois en 2018 ou 2019. Il y a eu sensiblement un fossé de 39 ans où l'arbitrage gabonais était inexistant, mais pourtant on avait des arbitres CAF et FIFA. Donc c'est pour dire que le travail, le mal il est profond. C'est à tous ces niveaux justement que nous devons revoir justement la configuration, la possibilité justement de donner plus de visibilité à nos acteurs pour vraiment nous représenter. Rodrigue Bekale, est-ce qu'il faut être inquiet quand on sait, et ça M. Gaëtan le signalait déjà, même vous quand vous avez pris la parole, parce qu'on peut être talentueux, mais si on n'exerce pas au quotidien, ça va être difficile qu'on mette en évidence le talent qu'on a. Et on pense que pour les arbitres,
comme pour les joueurs. Aujourd'hui, Patrice Neveu a du mal à piocher dans ce championnat national parce que le championnat national n'est pas régulier. Ça peut être la même chose pour les arbitres. Le championnat n'est pas régulier. On peut être talentueux. Vous avez cité quelques-uns qui étaient très talentueux. Vous avez reconnu le talent de ces arbitres-là. Mais tant que ce talent n'est pas mis en évidence régulièrement, ça va être difficile. Non, ça va être très difficile. C'est le bémol. C'est vrai qu'ils ont des séances d'entraînement chaque soir au stade d'Anzarion à partir de 17h, 18h. Est-ce que ça suffit? Mais il faut de la compétition pour porter un jugement, pour savoir si physiquement on est au point, si on est en mesure d'arbitrer une grande compétition. Les entraînements de nuit ne suffisent pas, mais pour voir la performance, pour que nous soyons au firmament de l'histoire de l'arbitrage, comme a dit Jean-Fidèle Ramba, Eric Otogo, Pierre-Alain Mungengui et bien d'autres, il faut des compétitions. Si on n'a pas de compétition, tout ceci est dans une boîte où des querelles naissent au sein du football gabonais. Les égos, la mauvaise foi peut-être de reconnaître que tel ou tel est meilleur ou bien tel ou tel doit faire ceci pour qu'ensemble on puisse fédérer pour de l'arbitrage correct et que cela puisse être de l'arbitrage qui amène, comme le football d'ailleurs, comme le football, on peut avoir Pierre-Emerick, on a eu Eric Otogo, on peut avoir tel, on peut avoir tel, mais il faut fédérer et avoir un discours de réussite. Il faut avoir de la vision. Il y avait, je me rappelle, vous étiez encore très jeune, il y avait l'académie Jules Marius Ouon-Lelé qui formait des arbitres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On se pose des questions. Quelles sont les raisons de la disparition complète de cette académie? Il faut ramener ça pour qu'aujourd'hui, je suis allé regarder un tournoi à OIM, j'ai trouvé un jeune qui arbitrait un tournoi du village, très talentueux. Il a besoin de quoi? Il a besoin de la confiance, qu'on l'extrait de là pour former, pour donner la chance. C'est un encadrement. Je pense qu'avec ce qui se fait aujourd'hui, ça peut aller. Il suffit seulement que ceux qui gèrent le football fixent le cap. Merci, monsieur. C'est sur ces mots que nous allons refermer cette première partie. Je rappelle que j'étais avec monsieur Rodrigue Bekale, qui est directeur de publication du Sportif. À côté de lui, il y avait monsieur Gaëtan Kouka, qui est consultant. Monsieur, merci pour vos analyses et surtout toutes les lumières que vous avez apportées sur les questions qu'on s'est posées tout au long de ces 26 minutes. On se donne une petite pause, juste le temps pour nous de respirer et puis on se retrouve pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On va parler de paralympisme, notamment au niveau national, puisque j'ai le plaisir de recevoir, c'est une première sur ce plateau, monsieur Luc Nguemamba, qui est président du comité paralympique gabonais. Monsieur, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir, merci de nous recevoir ce soir. C'est toujours un plaisir. Et puis, à vos côtés, vous ne serez pas seul, puisque vous serez accompagné de monsieur Bento Paul, qui est attaché paralympique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être sur notre plateau. Merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir quand on parle de paralympisme. Je veux déjà tout de suite me tourner vers monsieur le président. Comment se porte le paralympisme au niveau de Gabon? Bon, disons que j'aimerais d'abord remercier Gabon 24. C'est toujours un plaisir. Pour avoir jeté leur dévolu sur notre comité qui fait son bon chemin. Déjà, pour dire en résumé, ça se porte bien. On essaie jusque-là de tisser les partenariats entre le comité et certaines entités pour nous permettre au moins de nous préparer. Au niveau national, international Oui, effectivement, au niveau d'abord national, et ensuite international. Au niveau national, nous avons eu la chance de rencontrer l'AFD, l'Agence française de développement via l'ambassade de France, qui nous a donné un coup de pouce pour nous permettre déjà de participer à l'événement que vous avez pu voir au niveau du marathon. Le marathon de Gabon, voilà. On en parlera tout au long de cette émission. Merci. Donc, pour dire en gros, nous nous portons bien. Pour le moment, nous nous portons bien. Alors, monsieur Bento, je me tourne vers vous, vous qui êtes attaché paralympique, vous êtes chargé des relations extérieures, on peut dire ça comme ça. Alors, comment ces relations sont actuellement? J'aimerais déjà dire qu'actuellement, le comité paralympique gabonais est affilié au comité paralympique international. Très bien. Nous sommes aussi affiliés au comité paralympique africain et au CISFCA, qui est la fédération
francophone sport-culture, personnes adaptées. Et nous nous portons très bien au niveau international. Ça nous permet déjà de pouvoir voir l'horizon des compétitions avec beaucoup plus d'assurance. D'accord, surtout que l'objectif là, présentement, c'est Paris 2024. On en parlera de toute façon tout au long de cette émission. Et puis pour continuer, on va suivre ensemble cet entretien que nous a accordé Moussa Amar Cissé, bénéficiaire de la bourse de taekwondo. C'était juste après la médaille d'Anthony Obam aux Jeux Olympiques de Londres. Voilà. Donc, depuis lors, il faut comprendre aussi que j'ai eu une période de formation. La période de formation s'est écoulée entre 2012 et 2015. C'est à partir de 2015 que je suis rentré en pleine capacité de pouvoir représenter le pays à l'international. Mais il s'avère que le Gabon est resté longtemps, disons la fédération gabonaise est restée longtemps dans la léthargie totale. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait rien, donc on ne pouvait pas découvrir les talents. Donc j'étais déjà en ébullition à cette période-là. Je me rappelle, je devais même préparer, je préparais même déjà les qualifs de 2016 qui n'avaient jamais abouti. Lorsque la fédération gabonaise de taekwondo a effectué sa normalisation, j'ai été présélectionné d'abord, après j'ai été sélectionné, mais avant ça, c'est vrai que j'avais fait quelques compétitions, notamment le championnat d'Afrique de Port Saïd si je ne me trompe pas, 2016 en Égypte. C'était ma toute première sortie avec l'équipe nationale, donc ma première sélection. Lorsque la normalisation est arrivée, ça m'a permis, un temps soit peu, d'être un peu plus tranquille. Je me dis aujourd'hui, bon, il y a une fédération en place, il faut que je sois présélectionné d'abord et après, il faut que je sois sélectionné. Donc, je me suis mis au travail. On a travaillé, première présélection pour le championnat d'Afrique 2021, d'où je me suis préparé avec l'équipe à Libreville. On est allé pour le championnat d'Afrique où j'ai obtenu la médaille de bronze, où je pouvais même aller obtenir une médaille un peu plus supérieure, mais il y a des choses qui ont manqué dû au fait que on n'était vraiment pas habitué à ce genre de compétition. Aujourd'hui, avec le championnat du monde qui vient de se jouer, j'essaye de gérer cette pression, j'essaye de gérer tout ça parce que je me dis, j'ai voulu bien faire, j'ai voulu montrer de quoi je suis capable. Peut-être que c'est tout ça qui a joué en ma défaveur. Donc aujourd'hui, je vais me mettre au travail pour les prochaines échéances. L'année prochaine, on a encore le championnat du monde, on a les Jeux africains, on a plusieurs Open. Comme moi je dis, mon objectif très précisément, c'est de me qualifier au moins pour les Jeux olympiques et obtenir une médaille parce que c'est la reine des compétitions, c'est la mère des compétitions. Merci Amar Cissé pour cet entretien que vous nous avez accordé pour en savoir un peu plus sur l'avenir du taekwondo et notamment de votre carrière. Monsieur, je me retourne vers vous. On parle de bourse au niveau de taekwondo. Est-ce qu'au niveau du paralympisme, du comité, on envisage également essayer d'avoir des partenariats qui permettraient aux athlètes de pouvoir bénéficier de bourses pour pouvoir aller à l'extérieur, préparer les compétitions, notamment Paris 2024? Bon, disons que avant, je vais lui passer la parole. Cependant, j'aimerais souligner quelque chose. Allez-y. Nous sommes multidisciplines. Et dans le parasport, nous avons le para-taekwondo. Et on a des athlètes, normalement, qui pratiquent le para-taekwondo. Mais cependant, ces athlètes doivent être classifiés. Parce que chez nous, c'est un peu la difficulté que nous avons. Et c'est le travail aujourd'hui de l'attaché paralympique pour que nos athlètes, sur le plan local, puissent être classifiés sur le plan international et participer aux compétitions internationales. Alors dites-nous comment ça se passe. Quand on parle d'être classifié, expliquez-nous, parce que tout le monde ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. En petit français, comme on dit au quartier, qu'est-ce que ça veut dire être classifié? La classification a deux niveaux, des volets. D'accord. Le volet handicap, parce qu'il faudrait que tous ceux qui vont pratiquer, tous ceux qui vont compétir, puissent avoir le même degré d'handicap.
D'accord. Pour que quelqu'un ne puisse pas avoir l'avantage de l'autre. Sur l'autre par rapport à l'handicap. Ça, c'est le premier volet. Donc, mais la classification se fait souvent, puisque nous n'avons pas de classificateurs officiels au niveau du Gabon, la classification se fait quand il y a des compétitions sur le plan international. D'accord. Donc la nécessité également pour nos athlètes de se prendre part à ces compétitions. Chaque fois qu'il y a une compétition, il faudrait que nous puissions placer nos athlètes pour les classifications. Ceux qui sont déjà classifiés, c'est bien, parce que nous avons... Il y en a quand même? Oui, il y en a 2 qui sont classifiés. Les 2 qui sont allés aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Mais 2, c'est peu quand même, surtout quand on vise Paris. Voilà. Bon, à ce moment, nous avons fait une petite détection récemment avec les jeunes déficients visuels. Nous avons de la pépinière. Et cela, il faudrait que nous les classifions. D'accord. Et ceci nécessite une participation à une compétition sur le plan international. D'accord. Et en parlant de compétition sur le plan international, est-ce que là, tout de suite, dans les mois à venir, est-ce qu'il y a une compétition Oui. En fait, dans la projection des Jeux de Paris 2024, les fédérations internationales, l'IPC et tous les organismes qui pratiquent le parasport vont organiser plusieurs panoplie de compétitions pour pouvoir... soit régionales, d'abord, sur le plan régional, parce que ça dépend. Si, par exemple, nous avons une compétition qui va se passer à Marrakech, là, au mois de février, mais nous avons aussi une compétition qui va se passer à Tunis au mois de mars. D'accord. Donc février-mars, voilà. Donc ça, c'est sur le plan africain. D'accord. Bon, maintenant, il y a des compétitions aussi à l'international, en France et en Amérique et partout. Mais nous aimerions déjà prendre part aux compétitions qui se passent sur le plan régional et en Tunisie. D'accord. Et Président, justement, quelles sont les démarches que vous entamez pour pouvoir prendre part à ces différentes compétitions sur le plan continental? Déjà, nous, comme je le disais peut-être derrière les rideaux, nous avons commencé des contacts avec des corps diplomatiques. D'accord. Et nous avons aussi commencé à faire un travail de fond avec déjà l'ambassade de France, l'AFD, avec les déficients visuels. Et nous avons en prévision de réaliser un festival pour organiser, disons, on va dire un festival pour rassembler l'ensemble de nos athlètes, pour permettre au moins d'abord sur le plan local d'avoir une certaine visibilité. Voilà, une certaine visibilité. Et après ça, nous avons signé certaines conventions avec des partenaires sportifs, notamment des centres de sport qui vont nous accompagner. Et nous projetons normalement à participer à l'ensemble des compétitions, notamment africaines. D'accord. Et ce qui va arriver, c'est que nous allons rechercher les partenaires, rechercher le financement pour permettre à l'ensemble, parce qu'on n'a pas que 2, on a toute une palette, permettre à l'ensemble de pouvoir participer afin d'être classifié. Mais c'est de bonne guerre. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. On a toujours besoin d'argent. On aura besoin de bonne volonté qui puisse normalement pousser ces jeunes, normalement handicapés, à savoir les déficients visuels, les déficients intellectuels et les moteurs, à participer à ces compétitions-là pour avoir une palette beaucoup plus grande pour Paris 2024. Monsieur Bintou, je me tourne vers vous. Quel est l'objectif que vous êtes fixé? Vous comptez placer en moyenne combien d'athlètes pour Paris 2024? Est-ce qu'il y a des chiffres arrêtés ou Il y a des objectifs. Il y a des objectifs quand même. Il y a des objectifs. Nous avons déjà, sur le plan de parathlétisme, aller de 2 à 4. D'accord. Avec les déficients moteurs. D'accord. Et les déficients visuels, nous avons là, entre nos mains 3 jeunes qui sont très performants. Ça veut dire que si nous ajoutons les 4 avec les 3, ça fait 7 athlètes en para-athlétisme. Mais nous avons aussi visé le para-taekwondo. D'accord. Et là, nous avons 2 athlètes que nous sommes en train de travailler avec. Et en para-tennis de table, nous avons aussi 2 athlètes. Vous pouvez vous imaginer une palette d'athlètes. Et là, nous cherchons comment faire pour que tous ces athlètes soient
classifiés et qu'ils participent à des compétitions sur le plan international. De toute façon, j'espère que votre passage sur le plateau du Gabon 24 va permettre d'apporter un peu plus de lumière à cette conquête-là. Messieurs, nous allons continuer cette émission avec la stat de la semaine qui est réservée à la NBA. Wow. Reconnu comme l'un des rendez-vous importants de la saison régulière, le Christmas Day a vu s'affronter les plus grandes équipes de la NBA, la Ligue américaine de basketball, une période avec de nombreux records souvent inatteignables. Retour vers le passé. En 1984, Bernard King, l'ailier des Knicks, inscrit 60 points dans le derby de la Grosse Pomme face à New Jersey. 60 points inscrits avec 22 lancers francs à 19 sur 30 au tir. Par contre, la meilleure moyenne de points est à mettre à l'actif de Tracy McGrady. Pour ses 3 apparitions, T-Mac avait marqué 43 points en 2000, 46 en 2002 et 41 en 2003, soit 43,3 points de moyenne dans un duel d'anthologie face à LeBron James. D'ailleurs, ce dernier est celui qui compte le plus d'apparitions au Christmas Day dans la Ligue. Bron compte 17 apparitions, soit une de plus que Kobe Bryant. Sur le plan collectif, ce sont les Knicks de New York qui mènent la danse avec 54 matchs joués. La franchise de la Big Apple est loin devant les 48 matchs joués des Los Angeles Lakers et les 35 des Boston Celtics. Les Los Angeles détiennent pour leur part la plus grosse série de participations consécutives. Los Angeles a joué lors des 23 derniers Christmas Day, soit depuis 1999. Les Lakers cumulent le plus de victoires, soit 24, un record dans l'histoire. À l'inverse, New York détient le record de défaites avec 31 revers. New York et Philadelphie sont les 2 équipes à s'être le plus affrontées le soir de Noël. Dimanche soir, elles se sont de nouveau affrontées pour la 12e fois de l'histoire. Là, c'était ce qu'il y avait à retenir du côté de la NBA. On revient sur ce plateau avec nos invités qui nous parlent du comité paralympique. Alors dites-nous, au-delà de l'aspect financier, est-ce qu'il y a d'autres difficultés, notamment avec les parents des athlètes? Comment ça se passe, la relation? Oui, disons que nous avons des difficultés, notamment en ce qui concerne la gestion de l'athlète lui-même, parce qu'il faut, dans un premier temps, gérer l'handicap, mais aussi gérer la relation entre l'athlète et la famille. La technique que nous utilisons, c'est d'aller vers les parents pour que ceci puisse être un apport pour accompagner, n'est-ce pas, leur enfant à pratiquer du sport. Généralement, ce n'est pas facile. Oui, justement. Des gens hésitent un peu. Ils disent, bon, on n'a jamais vu des cas comme ça pratiquer du sport, jusqu'où ils peuvent aller. Mais il y a aussi des âmes de bonne volonté. Parce qu'on a, pour ne citer que ce cas-là, nos déficients visuels, on a 2 parents qui vraiment s'impliquent de façon extraordinaire pour amener leurs enfants à pratiquer du sport. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nous avons décidé, lors du festival que nous allons organiser, d'inviter aussi... Les dates sont déjà arrêtées par rapport à ce festival-là? Est-ce qu'il y a des dates déjà arrêtées? Oui, dates, bon, comme ce n'est pas encore tout à fait officiel. D'accord, on peut faire d'abord... Sinon, ce serait peut-être au mois de janvier, mais la date sera vraiment officialisée d'ici là. D'accord. Donc, on va inviter donc l'ensemble des parents qui voudraient vraiment que leurs enfants puissent pratiquer le sport pour que ceux-ci puissent voir comment ça se passe et peut-être projeter quelques vidéos et autres, permettre à ce que ceux-ci disent voilà comment ça se passe ailleurs, ça peut aussi se passer chez nous. Donc, voilà un peu la relation que nous avons avec des parents. Avec les parents et des athlètes. Avant de revenir, certainement, on va en parler avec M. Bintou Paul, mais avant de poser ma question, je vous propose de regarder, parce que sur Multisport 24, on ne parle pas seulement que de football et de basket. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. L'entraîneur italien Claudio Ranieri a signé un contrat de 2 ans et demi en faveur des Cagliari en Série B. Un retour aux origines pour celui qui connaît bien la maison. En 36 ans de carrière d'entraîneur, Ranieri a coaché entre autres la Fiorentina, Parme, la Juventus, l'AS Rome, mais aussi Valence et l'Atlético Madrid en Espagne, Monaco et Nantes en France, Chelsea, Fulham, Leicester qu'il avait emmené en 2016 vers le titre de champion en Angleterre.
Le champion olympique du 1500 mètres, Jakob Ingebrigtsen, va se lancer dans une tentative de record du monde en salle du 3000 mètres à Madrid en février prochain. Le Norvégien qui a prouvé qu'il n'avait pas de concurrence continentale alors qu'il compte à seulement 22 ans 3 titres continentaux, 1500 mètres en 2001, 3000 mètres en 2019 et 2021. Un an après avoir raccourci le record du 1500 mètres à Levin, Jakob Ingebrigtsen tentera de briser le record du Kenyan Daniel Komen qui résiste depuis le 6 février 1998. Alex Ovechkin est devenu récemment le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la NHL. Le Russe cumule 802 buts en carrière. S'il a dépassé Gordie Howe, décédé en 2016, et meilleur buteur du 1946 à 1980. Il reste en revanche loin de la légende canadienne Wayne Gretzky et ses 894 réalisations. Toutefois, le joueur de Washington garde ce record dans un coin de sa tête. Stéphane Bonnard est décédé la semaine dernière des suites des complications cardiaques. Retraité depuis 2014, il était entré dans le Hall of Fame de l'UFC dès 2013. Le combattant faisait partie des figures emblématiques du MMA depuis son combat en avril 2005 face à Forrest Griffin lors de la finale de la première saison de The Ultimate Fighter. Voilà tout ce qu'il y avait à retenir pour le reste de l'actualité sportive sur Multisport 24. Et puis, avant de revenir avec nos invités, nous allons aller encore regarder cette rubrique qui nous parle de règles sport. Vous avez sans doute reconnu la discipline par rapport au décor et surtout à l'espace qui nous entoure. Il s'agit du golf, cette discipline qui fait l'objet de notre numéro des règles de sport. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode consacré au drive, à l'approche et au putt, ces différents temps de jeu dans le golf. Avec nous pour en parler, Antoine Dong, il est joueur professionnel gabonais et membre de la PGA Gabon. Entendez par là l'association des professionnels de golf gabonais. Allez, suivez-moi pour plus d'explications. Le golf, c'est déjà un sport qui se joue avec un club, il faut déjà être dans le terrain approprié, qui part d'un départ, et nous sommes déjà sur un départ. Donc il faut avoir un club, une balle, et aller vers un drapeau qui peut être dans une distance de 300 mètres, 100, 125 mètres, 100 mètres. Alors Antoine, avec quel type de matériel joue-t-on au golf? Explication. Pour démarrer, il faut avoir un sac de golf. Il faut avoir des gants, comme j'en ai là à ma main gauche. Donc le sac de golf, comme on l'appelle couramment, une série, qui est constituée d'un bois 1, le putter qui est là, qu'on utilise régulièrement pour rentrer la balle dans le trou, qu'on utilise dans le cercle, qui est ouvert. Et on a le driver, qui est le bois 1, qu'on n'utilise pas forcément dans tout le secteur du jeu. On l'utilise régulièrement au départ pour commencer un trou. On a le bois 3 qui est un club intermédiaire qui va moins loin que le driver, qu'on appelle le bois 1. Après, on a des fers. On a le fer 3 qui va plus loin que le fer 4. Et là, on a le fer 5 qui va moins loin que le fer 3 et le fer 4. Alors, comment marque-t-on des points dans cette discipline? Explication. Il faut quitter déjà d'un départ, taper, viser un point. Au fur et à mesure, on tape, on arrive sur le trou. Et selon le par c'est le nombre de coups demandés sur le trou. Ça peut être un par 5. Si vous faites 5 sur un par 5, ça veut dire que vous avez très bien joué, c'est le par. Si vous allez en dessus, vous avez 6, ça vous dit que vous êtes pénalité, ça fait plus 1, etc. Si vous jouez en dessous de 5, ça fait un birdie. Ça veut dire que vous avez des points en réserve. Vous êtes à moins 1. Ça veut dire que vous menez le parcours d'un coup. Et l'accoutrement, Antoine, a-t-elle une importance dans le jeu? Explication. Oui, ça a une valeur. Parce qu'on ne va pas venir jouer en t-shirt ou je sais pas, en collant. Je disais qu'il fallait avoir un polo, un Bermuda ou un pantalon pour les hommes. Et là, par exemple, on a Livia, qui a un polo, une jupe, sinon jupette pour les femmes au golf, et avec une visière. Donc c'est un peu ça l'accoutrement pour les femmes.
Et la posture, Antoine, la posture a-t-elle une importance dans le jeu? Explication. Pour bien jouer, il faut déjà avoir un swing. Le swing est composé de, comme il est là, la posture, qui est la manière de se mettre. Donc, fléchir les genoux, sortir le torse et avoir sa face de club bien square par rapport à où il va aligner. Il faut qu'il soit aligné par rapport à où il vise et la tête sur la balle. Là, il s'apprête à taper un coup qu'on appelle driver parce qu'il a un driver. Le club qu'il a en main, c'est un driver. Et le coup qui sort de là, c'est driver. Comme le trou il fait 476 mètres, donc le but c'était qu'on ne peut pas atteindre les 450 mètres ou les 476 mètres en 1. Donc il fallait taper un coup pour se rapprocher. On est quitté du départ, on a fait des mises en jeu. Maintenant, on est arrivé sur le green. C'est là où il faut être vraiment concentré ici parce que c'est là où on perd le plus de points et c'est là où on gagne aussi le plus de points. Donc c'est le putting. Et c'est un peu la fin d'un trou. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué. Nous espérons que ces 3 temps de jeu dans le golf n'ont plus de secrets pour vous. En attendant, moi je continue mon apprentissage. Alors, monsieur Nguema, vous avez appris de cette discipline. Oui, effectivement, j'ai beaucoup appris. Généralement, je suis toujours ces compétitions à la télé, mais je n'ai jamais compris comment ça se gagne, ça se calcule. Mais là, je viens d'être instruit. D'accord, de toute façon, merci Andy Sonobian, à qui on fait un petit coucou. Monsieur Bento, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission. Peut-être revenir avec vous sur cette question de lien entre vous et la famille des athlètes. Oui. Rapidement, j'aimerais conscientiser les parents qui ont des enfants à mobilité réduite, les parents qui ont des enfants avec déficience, quelle que soit, de ne pas négliger ces enfants-là. Ce sont des enfants qui ont du potentiel. Et le constat que nous faisons souvent, c'est que beaucoup de parents cachent leurs enfants et les empêchent de vivre. Et nous sommes là, le paralympisme a des volets. Il y a ce volet, le volet sport, mais nous avons aussi le volet de la sensibilisation et l'intégration des personnes vivant avec un handicap à travers la société. C'est pour cela que le Comité paralympique international a développé une grande campagne de sensibilisation avec les autres partenaires, y compris l'Union européenne, les Nations unies. Nous, les 15, qui sensibilisent sur les 15% de la population mondiale qui vivent avec un handicap. D'accord. Et nous tirons l'attention des parents, s'il vous plaît, laissez vos enfants s'épanouir, s'exprimer. Déjà que sur le plan scolaire, c'est difficile, mais ils peuvent s'épanouir à travers le sport et la culture. De toute façon, Monsieur Binton, on est tous différents, parce que eux également, ils pensent que nous sommes différents. Et il faut toute cette différence-là pour faire un monde merveilleux. Monsieur Nguema, on va terminer avec vous, peut-être cette question. Quel est le rapport que vous avez avec les autorités, notamment le ministère des Sports? Est-ce qu'il y a un regard particulier également sur ce comité? Oui, bon, disons que le ministère a toujours eu un regard sur le sport de personnes handicapées de façon générale et aussi, on va dire de façon particulière, à travers le comité. Nous avons toujours été soutenus. Nous avons participé au moins à 4 compétitions de Jeux paralympiques au niveau international. Nous étions à Tokyo. C'est sous, normalement, la direction du ministère des Sports. Donc, déjà là, tout l'organe sportif étatique gabonais a un regard sur
le comité paralympique gabonais. Et tellement vos ambitions sont grandes, vous voulez encore un peu plus de regards, un peu plus de partenaires pour pouvoir vous accompagner, notamment avec l'objectif Paris 2024. Voilà, on espère que vos voix ont été entendues et que le paralympisme gabonais va être représenté lors des Jeux de Paris 2024. Messieurs, c'est la fin, malheureusement, de cette émission. 26 minutes, ça va un peu plus vite. On va se dire au revoir, peut-être avec l'espoir de se retrouver très prochainement, avec des très bonnes nouvelles pour le comité et pour les athlètes. Voilà, c'est la fin de votre émission de l'actualité sportive. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Entre-temps, gardez le sourire.